Bonjour chers amis, je suis comme toujours content de pouvoir participer à ces conférences et partager avec vous quelques éléments qui peuvent nous aider tous à mieux fonctionner, mieux pratiquer notre médecine. Aujourd'hui, je vais parler de la prescription des antibiotiques. Je vais parler de ça parce que c'est un sujet absolument important, mais dont les gens ne connaissent pas beaucoup la grandeur ni l'importance. Alors, vous savez que depuis des siècles, l'homme a vécu sans antibiotiques. Le premier antibiotique a été découvert en 1929. Avant cela, ce que l'on ignore, c'est que la vie sans antibiotiques n'était pas du tout en rose. La chirurgie était compliquée, les moindres blessures devenaient mortelles, l'espérance de vie était extrêmement faible. Il y a même une Américaine qui a écrit un très bel article qui s'appelle « Why are you not dead yet ?» Cet article s'intitule « Pourquoi vous n'êtes pas encore mort ?» et s'adresse aux personnes comme moi qui ont déjà plus de 40 ans. Et il nous dit, vous n'êtes pas encore mort grâce aux antibiotiques, parce qu'il n'y a pas plus longtemps que vers le 19e siècle, aux États-Unis, l'espérance de vie avoisinait les 35-40 ans. Si nous vivons plus longtemps, c'est grâce aux antibiotiques. Depuis la découverte du premier antibiotique, 1929, Alexander Fleming, mais utilisation à grande échelle en 1940, la vie de l'humanité a changé. C'est pour ça qu'on parle de l'ère des antibiotiques. Aujourd'hui, on estime que les antibiotiques ont prolongé l'espérance de vie d'à peu près 10 ans. Vous imaginez ce que c'est. Malheureusement, les antibiotiques sont des médicaments particuliers. Ils ne fonctionnent pas comme les autres médicaments et je vais vous dire pourquoi. Alors pourquoi les antibiotiques ne sont pas des médicaments ordinaires ou tous les anti-infectieux? C'est parce que ces médicaments ont pour objectif de tuer un être vivant. Bactéries, champignons, etc. C'est pour ça que vous voyez même le nom antibios, contre la vie. Or, chaque être vivant est doué d'une capacité d'adaptation, une capacité de lutter pour sa survie. C'est pour ça que le traitement antibiotique s'accompagne toujours, et je dis bien toujours, du développement de souches résistantes. La question du développement des résistants n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Quelle que soit la puissance de l'antibiotique développée, un jour ou l'autre, les bactéries vont développer de la résistance. Maintenant, quels sont les facteurs qui accélèrent ou qui facilitent le développement de bactéries résistantes? Il y en a plusieurs, je ne vais pas les citer tous, mais le champion, le premier, le plus important facteur de développement de résistance, c'est la prescription inappropriée des antibiotiques. C'est nous les médecins, et voilà, c'est nous les médecins qui sommes responsables de la création de germes résistants. Parce que nous prescrivons très mal, parce que nous prescrivons sans raison, parce que nous prescrivons trop d'antibiotiques. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une ère post-antibiotique, c'est-à-dire une situation dans laquelle nous serons revenus à la période comme on vivait avant 1929 sans antibiotiques. Déjà, on a donné un nom à cette époque vers laquelle nous sommes en train d'aller, on l'appelle l'apocalypse antibiotique. Et cet apocalypse est en train de venir vers nous à grands pas. Regardez la situation actuelle. L'OMS estime qu'il y a à peu près 700 000 décès chaque année liés à des germes résistants aux antibiotiques. Si vous imaginez un peu, faites le calcul, ça fait à peu près 80 décès chaque heure. Donc si nous passons une heure ensemble ici, il y aura 80 personnes qui sont mortes à cause de bactéries résistantes. On estime que si on continue vers les années 2050, il y aura plus ou moins 10 millions de décès chaque année et 24 millions de personnes qui entrent en extrême pauvreté. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers cette ère-là où nous allons manquer d'antibiotiques. Pourquoi nous y allons? C'est parce que nous prescrivons des antibiotiques de manière inappropriée. C'est pour ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui et discuter, rappeler un certain nombre d'éléments. Comment prescrire correctement les antibiotiques pour éviter de participer à la survenue de cette ère post-antibiotique, de cette apocalypse antibiotique. Alors on va y aller par étapes. D'abord, j'aimerais vous montrer quelques questions qu'il faut se poser avant de prescrire un antibiotique. La première question, c'est celle-ci.
ce patient qui est devant moi a-t-il besoin d'un antibiotique? C'est le plus important. C'est-à-dire, y a-t-il pour ce patient un problème nécessitant la prescription d'un antibiotique? Du point de vue pharmacologie clinique, nous utilisons le terme problème du patient à la place de diagnostic. Parce que le diagnostic, c'est une maladie. Alors que le problème, c'est la maladie, plus la réaction du patient, plus les conditions du patient, plus tout cet ensemble d'éléments qui font que ce patient est particulier. Quelqu'un qui fait une cellulite des membres inférieurs et qui vit en Europe, et un patient qui, dans nos villages, fait la même cellulite des membres inférieurs, alors que la veille, son oncle l'a menacé, c'est le même diagnostic, mais ce n'est pas la même maladie. Celui qui est ici pense déjà qu'on lui a lancé le mbassou, donc il est déjà dans un autre état d'esprit et le traitement doit faire intervenir autre chose. Donc, c'est pour vous dire que le problème du patient, ce n'est pas diagnostic, ce n'est pas tout. Il faut penser à tout le problème du patient. Donc, première chose, est-ce que ce patient a un problème qui nécessite un antibiotique? C'est-à-dire, est-ce qu'il présente une infection bactérienne qui nécessite un traitement antibiotique? Ça veut dire que la première question à se poser, c'est est-ce que ce malade a une infection? Alors, il ne faut jamais oublier que toute fièvre ne signifie pas infection. Il y a beaucoup d'autres maladies qui se présentent avec le symptôme majeur de fièvre et qui ne sont pas des infections, et même pas des infections bactériennes. Pensons à des situations d'urémie, à des situations de déshydratation intracellulaire. Donc il ne faut pas vite sauter sur les antibiotiques dès qu'un patient se présente avec de la fièvre. Donc, première question, vraiment essayer de voir si c'est une infection. Nous allons voir comment il faut faire tout à l'heure là. Deuxième chose, oui, c'est une infection, mais est-ce que c'est une infection bactérienne? Parce qu'il n'y a pas que les infections bactériennes. Les infections parasitaires, notamment le paludisme, ne se soignent pas avec les antibiotiques. Exception faite pour quelques antibiotiques qui ont un effet sur le plasmodium. Vous pourrez en parler si vous voulez bien. Ensuite, oui, c'est bactérie, mais c'est quelle bactérie? Il faut essayer le plus possible d'identifier la bactérie. Ça se fait souvent par culture et antibiogramme. J'en conviens, c'est pas facile à faire chez nous et souvent pas possible, mais vous pouvez au moins suspecter la bactérie en faisant ce qu'on appelle de l'antibiothérapie probabiliste. Ce n'est pas de l'antibiothérapie insensée, c'est de l'antibiothérapie probabiliste. Donc, essayez de suspecter quel peut être le germe et ensuite voir c'est quelle gravité, parce que votre action va dépendre de ça. Et enfin, surtout, c'est quel patient. Parce qu'il peut avoir des tares, il est diabétique, ou bien il a insuffisance rénale, et tout ça va influer sur votre traitement. Maintenant, comment savoir que ce patient a un problème qui nécessite un antibiotique? La première chose, c'est de réapprendre à poser le diagnostic comme on l'a appris à l'école. Les études ont montré, moi j'ai appris ça pendant mon master, et ce n'est pas un problème congolais, c'est un problème mondial. Les médecins qui sont diplômés depuis très longtemps, les spécialistes, sont les moins fidèles à la sémiologie. Le jeune médecin qui vient de commencer, c'est bien percuté tel qu'on lui a dit, c'est bien ausculté, palpé, se mettre à droite du patient, etc. Mais il y a des spécialistes qui font le diagnostic de par flair, comme dès que le patient entre, il connaît le diagnostic et on se trompe à cause de cela. Donc il faut que nous tous, on se remette à refaire notre sémiologie, à rechercher les éléments du patient, l'interrogatoire correctement, l'anamnèse, le complément d'anamnèse, refaire tout ça avec minutie, si on n'est pas en situation d'urgence. Je vais parler des urgences. Et ensuite, bien choisir les examens de laboratoire. Nous avons la chance, vous allez peut-être dire que ce n'est pas la chance chez nous de ne pas avoir beaucoup d'examens. On n'est pas comme dans d'autres pays où dès que le malade arrive, paf, on bombarde une série d'examens. Chez nous, comme les patients n'ont pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup d'examens, il faut limiter le nombre d'examens et on est obligé de réfléchir lesquels sont vraiment importants. Et donc, bien choisir les examens paracliniques et les interpréter correctement. Je ne vais pas revenir sur ça. Donc tout ça va nous aider à bien déterminer est-ce que ce patient a vraiment besoin d'un antibiotique, est-ce qu'il n'est pas en train de faire une irémie, est-ce qu'il n'est pas en train de faire un CIRS, comme ça arrive chez certains patients quand ils ont plusieurs injections, ils développent un CIRS, est-ce que ce n'est pas une déshydratation, est-ce que c'est vraiment une infection bactérienne?
Si nous avons des éléments qui nous conduisent sur le fait que c'est une infection bactérienne et que nous avons l'antibiogramme, tant mieux. Si on n'a pas l'antibiogramme, on peut essayer de suspecter. Je vais vous donner quelques éléments qui peuvent nous aider à suspecter le germe en cause. Premièrement, c'est l'épidémiologie. Quels sont les germes que l'on trouve habituellement dans les infections urinaires chez nous? Qu'est-ce que l'on a d'habitude? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est l'organe infecté. Il y a des bactéries que l'on trouve plus souvent, par exemple, sous la peau. Les staphylocoques, vous allez plus souvent les retrouver sous la peau. Au niveau de la gorge, vous aurez les fameux streptocoques bêta-hémolytiques qui donnent le rhumatisme articulaire aigu, etc. Au niveau de l'intestin, vous aurez les entérobactéries. Donc vous avez à peu près une idée, nous avons appris ça au cours, les germes qui provoquent souvent la méningite. Essayez d'avoir une idée sur ces questions-là. Et ensuite, une autre stratégie qui se voit souvent dans les hôpitaux généraux, où les patients arrivent après plusieurs autres traitements, un élément qui peut nous orienter, c'est ce que nous appelons le spectre négatif d'une antibiothérapie précédente. Qu'est-ce que c'est que celle-là? Le patient arrive et il vous dit « j'ai déjà pris ciprofloxacine, j'ai déjà pris amoxicilline ». Et si ça ne marche toujours pas, vous pouvez suspecter que peut-être le germe en cause est un germe résistant à la cipro et à l'amoxicilline. À ce moment-là, vous allez écarter le spectre de la cipro, le spectre de l'amoxicilline, et vous cherchez parmi les autres bactéries qui ne sont pas sensibles à ces deux-là. C'est ce que j'appelle le spectre négatif. Vous associez tous ces éléments ensemble et vous allez pouvoir suspecter. Plus quelques éléments cliniques qui peuvent vous aider. Ce n'est pas souvent, mais certaines bactéries ont une signature clinique particulière. Pensons au pseudomonas. Il n'est pas très fréquent chez nous, mais quand même, le pseudomonas donne un pu d'une couleur caractéristique bleuâtre ou verdâtre. On ne peut pas se tromper là-dessus. Ça, c'est des éléments qui vont nous aider à constituer notre antibiothérapie probabiliste. Nous sommes à la première question. Est-ce que ce patient a besoin d'un antibiotique? Si nous avons déterminé qu'il a besoin d'un antibiotique, c'est-à-dire qu'il fait une infection bactérienne pour laquelle il faut un antibiotique, la deuxième question c'est quel antibiotique allons-nous prescrire à ce patient? Cette question va découler de deux autres questions. La première étant quels sont les objectifs thérapeutiques pour ce patient et la deuxième, quel est le traitement général de ce patient? Les objectifs thérapeutiques, peut-être dans les questions, je vais y revenir, mais une fois que vous avez le problème du patient, vous devez vous établir des objectifs thérapeutiques avant le traitement pour ne pas aller dans tous les sens. Vous vous dites, ce patient, j'ai besoin de stabiliser sa pression artérielle, j'ai besoin de diminuer la fièvre, j'ai besoin d'éliminer de son organisme la bactérie qui est en train de provoquer l'infection, j'ai besoin de baisser sa glycémie. Voilà ce qu'on appelle des objectifs thérapeutiques. Et si vous avez des objectifs thérapeutiques clairs, le traitement viendra de lui-même. Au lieu d'aller sur des questions que l'on voit souvent dans les dossiers de nos confrères du genre syndrome infectieux. Ça, c'est un démon qu'il faut exorciser. Il est en train de nous amener vers l'apocalypse. Ça n'existe pas un traitement antibiotique sur un diagnostic de syndrome infectieux. Ou bien, oui, antibiothérapie de couverture. Oh là là, ça c'est un démon, mes amis. Il faut bien chercher la cause, bien définir ses objectifs thérapeutiques et essayer de mettre en route un traitement. Alors, quel antibiotique? Le choix de l'antibiotique va dépendre de plusieurs éléments. Premièrement, ne vous laissez pas effrayer de la pharmacodynamie. Deuxièmement, de la pharmacocinétique. Parlons d'abord de cela. J'ai dit ne vous laissez pas effrayer. Ce n'est pas la pharmacodynamie avec les calculs qu'on a eu en troisième graduat. Ici, c'est de se rappeler les relations entre l'antibiotique et la bactérie. Est-ce que l'antibiotique, c'est-à-dire quel est l'antibiotique qui est capable de tuer cette bactérie? Là, nous allons regarder dans le spectre des bactéries. Nous allons rechercher l'effet de l'antibiotique sur la bactérie. Est-ce qu'il va tuer ce patient? Mais nous allons sur cette bactérie. Mais nous allons aussi rechercher l'effet de l'antibiotique sur le patient. Qu'est-ce que cet antibiotique va faire sur ce patient? Il y a des antibiotiques qui tuent la bactérie, mais aussi qui empêchent la multiplication des cellules sanguines chez le patient. En même temps, ça c'est lié à leur mécanisme d'action. Vous en avez qui tuent la bactérie, mais qui vont bloquer les reins de votre patient. Donc il faut déjà se faire une idée de ça. Qu'est-ce que cet antibiotique va faire dans le corps de ce patient?
Deuxième chose, c'est de regarder la pharmacocinétique. C'est une question simple. Est-ce que cet antibiotique va atteindre le site infectieux? Voilà la question cinétique. Vous avez une infection méningée. Il faut, la bactérie se trouve au-delà de la barrière hémato-encéphalique. La question c'est, est-ce que mon antibiotique traverse la barrière hémato-encéphalique? J'ai une infection dans le genou. Est-ce que cet antibiotique atteint le liquide synovial du genou? J'ai une infection dans les urines. Est-ce que cet antibiotique est éliminé sous forme active dans les urines? Voilà les questions cinétiques qu'il faut se poser et essayer de vérifier tout cela. Je voudrais rappeler quelque chose que nous disons d'habitude en général en pharmacologie clinique. Nous avons l'erreur de chercher à connaître beaucoup de médicaments. Et non, le médecin doit connaître un petit nombre de médicaments qu'il utilise souvent, mais connaître très bien ce petit nombre de médicaments, la pharmacocinétique, les effets indésirables, le temps de demi-vie. Il doit bien maîtriser ces choses-là et nous rencontrons dans notre pratique souvent beaucoup de patients qui sont en difficulté parce que le médecin ne connaît pas le temps de demi-vie du médicament qu'il a prescrit. Donc, vérifiez que c'est un antibiotique qui a un effet sur cette bactérie, comme par exemple, vous avez une infection à bactérie anaérobie. Ben, vous devez chercher les antibiotiques qui sont actifs sur le germe anaérobie, comme le métronidazole, etc. C'est vraiment simplement cela. La pharmacocinétique, veillez que l'antibiotique atteigne le site infectieux. Autre chose que vous devez considérer en dehors de ces deux-là, c'est les conséquences pour la communauté. Il faut éviter de transformer votre patient en milieu de culture pour germes résistants. On va voir tout à l'heure comment on le fait. En prescrivant trop longtemps, en prescrivant sans réfléchir, nous fabriquons des germes résistants à l'intérieur de ce patient. Je voudrais que l'on se rappelle une chose. Le corps humain est rempli de bactéries de toutes sortes. Des bactéries commensales qui ne provoquent pas de maladie et des bactéries pathogènes. Mais on n'a pas tout le temps des infections. Bien sûr, on a le système immunitaire qui nous défend, mais aussi on a les bactéries qui, entre elles, s'empêchent les unes les autres d'évoluer. Alors, lorsque un malade se présente avec une infection qui n'est pas bactérienne, ça veut dire que les bactéries sont restées tranquilles, ne vous ont pas posé de problème. Vous soumettez ce patient sous antibiotiques, vous allez essayer d'éliminer les bactéries sensibles à cet antibiotique alors qu'elles ne vous ont rien fait. À ce moment-là, vous allez perturber le milieu et vous allez laisser dans le milieu uniquement les bactéries résistantes qui se retrouvent tout d'un coup toutes seules dans un milieu avec toute la nourriture pour elles seules. Ces pauvres bactéries qui étaient en nombre insuffisant pour créer une infection se multiplient et atteignent le seuil pour déclencher une infection. Voilà comment vous avez provoqué une infection à germes résistants en essayant de soigner un patient aux antibiotiques alors qu'il n'en avait pas besoin. Donc il faut penser aux conséquences sur la communauté parce que ce patient en qui vous avez cultivé des germes résistants va les répandre chez lui, à la maison, chez ses amis, chez ses voisins, etc. Autre chose qu'il faut se demander, je ne vais pas beaucoup insister là-dessus, mais on peut en discuter si vous voulez, vérifier si la maladie modifie le comportement des antibiotiques. Il y a des antibiotiques qui ne se comportent pas de la même façon chez un malade, ou bien dans le cas d'une maladie, ou bien dans le cas d'une autre maladie. Donc, première chose, demandez-vous, est-ce que cet antibiotique va tuer la bactérie? Deuxièmement, est-ce que cet antibiotique va atteindre l'endroit où se trouve la bactérie? Troisièmement, quelles sont les conséquences pour la communauté? Toujours en ce qui concerne quel antibiotique choisir, il faut se poser la question, quel schéma thérapeutique? On va donner combien? 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour? Souvent, c'est écrit sur les prospectus des antibiotiques. Mais j'aimerais qu'on se rappelle un certain nombre de choses. Tous les antibiotiques n'ont pas le même mécanisme d'action, le même mode d'action, quel que soit bactéricide ou bactériostatique. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Certains antibiotiques se comportent comme des bombes, c'est-à-dire dès qu'ils entrent dans les milieux, ils éliminent un grand nombre de germes en une fois. Pour ces antibiotiques-là, exactement comme une bombe, ce qui rend compte de leur efficacité, c'est la concentration.
Comme pour la bombe, c'est la grosseur. Si vous avez une grosse bombe, elle fait tomber tout un bâtiment en une fois. Si vous avez une petite bombe, elle crée un petit problème juste à côté. Ça, c'est les antibiotiques que nous appelons les antibiotiques à effet concentration dépendante. On y trouve les aminosides. Pour ces antibiotiques, ne donnez pas 2 fois, 3 fois par jour. Non, donnez une forte dose en une fois. C'est comme ça que la gentamicine, vous savez qu'on donne une très forte dose en une fois. Ce n'est plus pour l'adulte 2 fois 80 mg, ni en milligrammes par kilo, 3 à 5 mg par kilo que vous répartissez en 2 prises, 3 prises. Non, vous donnez tout en une fois parce qu'il est plus efficace. Et je vais vous dire qu'il est moins toxique à ce moment-là aussi. Deuxième groupe d'antibiotiques, c'est ceux qui se comportent comme des bandits qui viennent de vous tuer au couteau. Pour eux, ce qui compte, ce n'est pas la grosseur du couteau ou quoi, mais c'est le temps, parce qu'ils doivent prendre le temps d'éliminer les bactéries une à une. Et donc, pour ces antibiotiques, le plus important, c'est le temps pendant lequel les concentrations sont restées au-dessus de la CMI. Disons que l'antibiotique doit rester longtemps dans le sang pour être plus efficace. Pour ces antibiotiques, vous avez 2 stratégies. Si c'est un antibiotique à temps de demi-vie long, comme la ceftriaxone, on peut supporter 1 ou 2 prises. Mais si c'est des antibiotiques à temps de demi-vie court, comme la céfotaxine, vous devez donner plusieurs prises par jour pour maintenir l'antibiotique dans le sang le plus longtemps possible. Donc n'oubliez pas ce genre de petites choses, de ne pas vous tromper de posologie ou de rythme d'administration. Tenez compte de savoir si c'est un antibiotique temps dépendant ou un antibiotique concentration dépendant. Ensuite, j'ai déjà dit quel antibiotique il faut donner, c'était la deuxième question. La troisième question, c'est combien d'antibiotiques il faut donner? La réponse est simple. Un seul antibiotique dans la grande majorité des cas. Non seulement un seul antibiotique, mais il faut prescrire l'antibiotique à spectre le plus étroit possible, c'est-à-dire à spectre le plus petit possible. Les antibiotiques à large spectre, il ne faut pas les utiliser n'importe comment. Parce que de nouveau, ils créent des problèmes. Ils éliminent la bactérie qui vous a causé l'infection, mais ils s'attaquent aussi aux autres bactéries qui n'ont rien fait. Et donc, ils augmentent la probabilité de sélectionner et de laisser un espace vide pour les bactéries résistantes. Donc, attaquez-vous à la personne qui vous a créé des problèmes, soyons clairs. Et laissez celui qui ne vous a pas créé des problèmes, laissez-le tranquille. J'aimerais rajouter une petite chose. Les bactéries commensales qui ne provoquent pas de maladie, bien sûr, elles sont gentilles et ne provoquent pas de maladie, mais nous les attaquons tous les jours avec nos antibiotiques. Et puisqu'elles sont confondues aux antibiotiques tous les jours, ces bactéries ont appris à résister. Les bactéries commensales sont devenues extrêmement résistantes aux antibiotiques. Mais ce n'est pas un problème parce qu'elles ne provoquent pas de maladie. Le problème, c'est quand une bactérie commensale non pathogène, résistante, rencontre une bactérie pathogène mais qui n'est pas résistante et que les deux entrent en contact et que la bactérie commensale transmet son matériel de résistance à la bactérie pathogène. C'est le processus de conjugaison que nous avons appris en microbiologie qui peut faire qu'une bactérie commensale transmet sa résistance à une bactérie pathogène et vous imaginez la suite vous-même. Donc, la plupart du temps, un seul antibiotique. Ça veut dire ceci dans le concret. Chaque fois que vous êtes sur le point de prescrire 2 antibiotiques, asseyez-vous un moment et demandez-vous, est-ce que ce patient a besoin de ces 2 antibiotiques? Parce que souvent, il n'en aura pas besoin. Alors, j'aimerais que l'on parle de 2 choses. 1, pourquoi on doit associer, si vous devez associer, et 2, quelles sont les situations pour lesquelles on a besoin de faire une association d'antibiotiques. Alors, premièrement, pourquoi on doit associer les antibiotiques? C'est pour 3 situations. 1, on a besoin de synergie. 2, on a besoin d'élargir le spectre. 3, on a besoin de lutter contre les résistances. Et ici, c'est vraiment un couteau à deux tranchants, je vais y revenir. Synergie, pourquoi? La synergie, c'est simple. Une synergie, si vous vous rappelez un peu votre pharmacologie, c'est quand l'action de 2 médicaments ensemble est supérieure à la somme de leurs actions individuelles. C'est-à-dire, un médicament fait 5, un deuxième médicament fait 3. Normalement, les 2 devaient faire 8, mais non. Quand ils sont 2, il faut 20. Ça veut dire qu'il y a un des 2 où l'interaction entre les 2 multiplie leurs effets.
Et un des exemples concrets, c'est les infirmiers adorent ça, c'est Ampyjanta. C'est une très belle synergie, je vais vous expliquer. L'ampicilline agit en cassant la paroi bactérienne, en inhibant la synthèse de la paroi bactérienne. La gentamicine agit au niveau des ribosomes. Vous imaginez que la gentamicine, pour atteindre son site d'action, doit traverser la paroi. C'est pas facile, je ne vais pas aller dans tous les détails. Traverser la paroi pour atteindre les ribosomes. Et donc son action est plus ou moins un peu difficile quand elle est seule. Mais lorsqu'elle est avec une bêta-lactame, comme l'ampicilline, celui-ci ayant cassé la paroi, il facilite l'entrée de la gentamicine. Ce qui fait que les deux, quand ils sont associés, l'effet est vraiment multiplié. Deuxième situation, élargissement du spectre. Ceci arrive lorsqu'on ne voit pas encore clair. Comme un général au combat, si vous voulez vous attaquer aux ADF, vous vous retrouvez quelque part, vous voyez que les ADF NALU vous tirent dans tous les sens, vous n'avez pas encore vu d'où est-ce qu'on tire, vous allez ordonner à votre armée de tirer dans tous les sens, mettez-vous au milieu, tirez dans tous les sens, et pendant ce temps vous observez, et dès que vous avez vu où se trouve l'ennemi, vous n'allez plus dire à tout le monde de tirer dans tous les sens, vous allez dire arrêtez de gaspiller vos munitions, tirez dans cette direction. Donc, si vous avez besoin d'élargir le spectre, c'est souvent dans les situations où on ne voit pas encore clair, on n'a pas encore les résultats, on est en salle d'urgence, le patient est mourant, eh bien allez-y. Antibiotiques à large spectre ou bien association d'antibiotiques tirés dans tous les sens, mais pas pendant longtemps, je vais y revenir. Autre situation, on associe les antibiotiques pour éviter le développement des résistances. C'est-à-dire, une bactérie résistante à un antibiotique va être éliminée par le deuxième antibiotique. Cela se fait surtout pour les bactéries qui sont réputées championnes dans les résistances, comme le Mycobacterium tuberculosis. Vous n'aurez pas facilement. Il a trouvé plusieurs moyens de se camoufler. Il se multiplie lentement. Je n'ai pas détaillé les mécanismes d'action des antibiotiques. Tous les antibiotiques dépendent de la multiplication rapide des bactéries pour agir. Alors, si une bactérie se met à se multiplier lentement comme le BK, les antibiotiques ne fonctionnent pas. C'est pour ça que les antibiotiques ordinaires, ampy, etc., ne marchent pas sur le BK. Et donc, pour arriver à atteindre ce type de bactéries, on est obligé de donner plusieurs antibiotiques en même temps. Voilà donc les trois raisons qui peuvent vous pousser à associer. 1. Vous cherchez la synergie. 2. Vous voulez élargir le spectre, mais ce n'est pas tout le temps qu'on a besoin d'élargir le spectre. 3. Vous voulez limiter le risque de résistance. Quelles sont les situations où on a vraiment besoin d'associer? Il y en a 5. Moi, je les appelle les situations à risque. Premièrement, c'est les bactéries à risque. Les bactéries comme Mycobacterium tuberculosis. Si vous donnez un seul antibiotique, ils vont développer des résistances. Vous avez un grand nombre de bactéries gram-négatifs qui souvent développent des résistances et pour lesquelles on a besoin de faire des associations. Deuxième situation, c'est les sites d'infection à risque. Vous avez les sites difficiles d'accès, comme les végétations d'endocardite, qui sont très peu vascularisées. Les antibiotiques viennent par la circulation, donc on n'arrive pas. On est obligé de donner plusieurs antibiotiques pour que la faible concentration de chaque antibiotique étant associé puisse produire quand même un effet. Ou bien les sites qui sont d'emblée plurimicrobiennes, comme par exemple les méningites post-chirurgicales, c'est d'emblée plurimicrobien, il faut associer les antibiotiques. Troisième, ce sont les antibiotiques à risque. Il y a des antibiotiques qu'on ne peut jamais utiliser seuls. Rifampicine, acide fusidique. Si vous les utilisez seuls, les résistants vont se développer, vous allez être en difficulté. Quatrième, c'est les infections à risque, comme les infections nosocomiales. Quelqu'un qui a une infection nosocomiale, s'il vous plaît, vous allez être obligé de donner des associations d'antibiotiques. Et enfin, les patients à risque. Le patient neutropénique, le patient en situation grave, en salle d'urgence, le patient est mourant, il fait une infection grave. Là, n'hésitez pas à associer des antibiotiques, mais n'associez pas n'importe comment. C'est ce que l'on va dire tout à l'heure, là, quelques remarques. Associez pour aider le patient. Mais lorsque vous associez, évitez ces trois choses. C'est deux choses et puis une remarque. Première chose, évitez d'associer des antibiotiques antagonistes. C'est évident. Il y a des antibiotiques dont l'action entrave l'effet des autres. Je donne l'exemple, mais maintenant on est en train d'y réfléchir par deux fois sur cet aspect-là, mais pour l'instant, retenez quand même ça. Association des antibiotiques bactériostatiques et bactéricides. Il y a
d'autres phénomènes qui interviennent, qu'on ne comprenait pas encore assez, et qui font qu'il y a certaines associations bactériostatiques, bactéricides qui peuvent marcher. Mais je ne voudrais pas que l'on s'embarque sur ce terrain, mais pour l'instant, retenez que éviter d'associer bactéricides et bactériostatiques. Deuxième remarque, éviter les fausses associations. Qu'est-ce qu'on appelle fausses associations? La bactérie est au-delà de la barrière hémato-encéphalique, dans le liquide céphalorachidien. Et vous donnez 2 antibiotiques, Janta et ceftriaxone. La ceftriaxone traverse la barrière hémato-encéphalique très bien et se retrouve dans le liquide céphalorachidien. Mais la gentamicine, chez l'adulte, ne traverse pas et donc ne s'y retrouve pas. Donc, vous avez injecté dans la seringue, dans le sang, les 2 antibiotiques, mais là où se trouve la bactérie, ce n'est pas 2 antibiotiques qui sont arrivés, c'est un seul. Et donc, je reviens à la pharmacocinétique, vérifiez très bien que les 2 antibiotiques que vous associez atteignent tous les 2 des concentrations thérapeutiques dans le site où se trouve l'infection. Enfin, remarque, chaque fois que vous aurez placé une association d'antibiotiques, vous devez réévaluer régulièrement la nécessité de la poursuite de cette association. Et le plus tôt possible, vous devez procéder à ce que nous appelons la désescalade antibiotique, c'est-à-dire descendre du spectre très large à un spectre étroit. C'est-à-dire faire comme ce général qui s'est retrouvé bloqué à Beni, entouré par les ADF, on tire dans tous les sens, puis à un moment il remarque que finalement ils sont à gauche, il va dire à son armée, arrêtez de gaspiller les munitions, tirez tous uniquement à gauche, c'est là qu'ils se trouvent. Pour les antibiotiques, c'est très important. Je viens de dire, une bactérie qui ne vous fait pas de problème, laissez-la tranquille. Ne vous attaquez qu'à la bactérie qui vous a fait des problèmes. On a déjà donné les conséquences néfastes de tout ça. Ça, c'était la 3e question. Combien d'antibiotiques? Donc, je rappelle, un seul antibiotique. Donc, chaque fois que vous vous apprêtez à prescrire 2 antibiotiques, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Est-ce qu'on en a besoin? Et surtout, lorsque vous devez passer à 3, 4 antibiotiques. Faisons attention. 4e question, faut-il autre chose que les antibiotiques? Il y a des situations où vous n'allez pas bourrer l'individu d'antibiotiques, alors qu'il fait un sepsis à porte d'entrée cutanée. Commencez par traiter la porte d'entrée. Si vous avez un acte chirurgical à poser, posez-le. S'il faut drainer un abcès, drainez-le. Donc, réfléchissez à toutes les autres mesures que vous devez prendre pour sauver votre patient. Et aussi, le patient fait de la fièvre. Vous n'allez pas dire, paf, antibiotique. Vous allez penser à un antipyrétique. Donc, c'est toutes ces autres mesures. Sinon, si j'ouvre chaque fenêtre, ça va devenir trop gros, mais vous savez un peu tout ça. 5e question. Pendant combien de temps je prescris l'antibiotique? Eh bien, il y a une durée pour chaque couple infection antibiotique, liée à la physiopathologie de la maladie et la pharmacocinétique de l'antibiotique. Mais, dans la grande majorité des cas, moins de 10 jours. Si vous devez dépasser 7 à 10 jours, posez-vous des questions si vous êtes dans le bon. Sauf quelques exceptions, vous connaissez les aminosides, essayez de ne pas dépasser 5 jours. Ou bien, sauf dans quelques rares situations, les grosses endocardites, ou bien des situations où c'est long, comme la tuberculose, etc. Il y a des situations exceptionnelles. Mais dans la plupart des cas, entre 7 à 10 jours, vous aurez réglé le problème. Mais le principe est que la durée du traitement doit être la plus courte possible. De nombreuses études ont démontré une corrélation entre la durée de l'antibiothérapie et le risque de développement de bactéries résistantes. Donc il faut à tout prix limiter le plus possible la durée. Lorsque vous avez prescrit, il nous reste une chose à faire chez le patient. Il faut expliquer le schéma thérapeutique au patient, lui expliquer la suite du traitement obligatoirement, lui expliquer vos objectifs thérapeutiques. Et qu'est-ce que vous devez faire? 3 choses. 1. Donner des instructions. 2. Expliquer les bénéfices du traitement. 3. Expliquer les risques du traitement. Les instructions, c'est quoi? Heure de prise. Quand est-ce qu'il doit prendre le médicament? Avant le repas? Pendant le repas? À jeun? Le soir?
une fois, deux fois, que ce soit très clair dans la tête du patient. Vous allez me dire, oh là là, ça c'est une petite chose. Eh bien, moi, je fais de la pharmacologie clinique, pharmacoépidémiologie, je me suis rendu compte combien les patients qui quittent nos cabinets, j'ai déjà fait plusieurs études où on attrape les patients sortis du cabinet, on lui dit, mais monsieur, madame, on vous a prescrit un médicament, c'était quoi? Il dit, c'est pendant combien de jours? Il ne sait pas. Tu vas prendre combien de fois? Il ne sait pas. Plus de la moitié des patients ne savent pas comment prendre leurs médicaments au sortir de l'hôpital. Et nous restons dans notre cabinet en disant, nous avons prescrit aux patients. Donc, je dis des choses que je connais. Expliquez, expliquez, expliquez. Dans la langue du patient, ce n'est pas au patient qu'il faut sortir votre gros français et vos duodénomes et vos sarcomes, etc. Cherchez les termes les plus simples dans la langue du patient. L'objectif, c'est qu'ils comprennent très bien. Deuxième chose, expliquez-lui les bénéfices du traitement. Dites-lui qu'est-ce qui va se passer quand on va commencer le traitement. Dites-lui après combien de temps les symptômes vont disparaître. Et surtout, dites-lui que la disparition de symptômes ne signifie pas la guérison. Et expliquez très bien pourquoi il doit continuer le traitement jusqu'à la fin malgré la disparition des symptômes. Et enfin, expliquez les effets indésirables. On s'en inquiète beaucoup et vous avez déjà vu, je pense ceux qui regardent dans les films voient que le médecin explique toujours les effets indésirables d'un traitement. Moi j'ai fait une étude sur le campus chez les étudiants pour voir comment ça se passait chez le patient à qui on a expliqué les effets indésirables. Je me disais bon, il va avoir peur, il va... Eh bien non, j'ai eu les mêmes résultats que ceux que l'on a ailleurs. Un patient à qui on a mieux expliqué les effets indésirables se comporte mieux. Quand c'est des effets tolérables, il supporte. Quand c'est des effets intolérables, il rappelle son médecin. Tandis que celui à qui on n'a rien dit, quand c'est des effets tolérables, il peut même arrêter. Et quand c'est intolérable, ils appellent le voisin, la voisine, etc. Et vous connaissez bien l'hyper-intelligence de la voisine. Elle connaît toujours tout. Hein. Elle a toujours un enfant qui a eu un moment le même problème, qui a pris le même médicament, et on se retrouve en train de donner les médicaments parce que les symptômes sont proches. On connaît très bien le danger de ce problème-là. Donc, expliquer, un, donner les instructions, deux, expliquer les bénéfices, trois, expliquer les effets indésirables. Alors, quelles sont les conséquences d'un usage inapproprié des antibiotiques, tels qu'on les prescrit en désordre? Premièrement, ça favorise les résistances. Utiliser les antibiotiques pour des maladies non bactériennes favorise l'émergence de résistances. J'ai fait une étude sur la prise en charge du paludisme à travers tout le pays et j'ai été surpris que sur le diagnostic de paludisme, il y avait plus d'antibiotiques que d'antipaludiques prescrits. Avec ces dictons, on a souvent trouvé ça chez les infirmiers du genre, il faut renforcer l'antipaludique par un antibiotique. C'est un démon cette histoire-là. C'est quoi renforcer? Il n'y a pas de renforcement. On a quelques antibiotiques qui ont un effet sur le paludisme et qui sont prescrits pour limiter la production de souches résistantes aux antipaludiques. On a les cyclines, qu'on utilise pour protéger la quinine, on a la clindamycine et les autres, l'incomycine et associés, qui ont un effet sur les paludiques, sur le plasmodium. Le cotrimoxazole a un petit effet, on a quelques macrolides qui ont un effet, mais en dehors de ça, rien du tout. Il n'y a aucun effet sur le plasmodium et c'est une perte de temps, un gaspillage et une création de souches résistantes. Deuxième chose, un usage inapproprié, c'est le coût. Ça coûte les antibiotiques. Nous sommes dans un des rares pays au monde où chaque soin est payé directement par la poche des patients. Et nous rendons pauvres les patients. Beaucoup de patients deviennent pauvres parce que leur enfant est tombé malade et qu'on a prescrit des antibiotiques sans réfléchir. Surtout, nous voyons ça dans certains hôpitaux. Le médecin fait son tour de salle. Il prescrit ceftriaxone. 25 flacons, on va acheter les 25 flacons, le lendemain matin un confrère passe et sans consulter son ami dit mais c'est quoi cette histoire là, vous n'avez pas besoin de ceftriaxone, vous avez besoin de la céfotaxine, claforan, 10 flacons, 25 $ par flacon, etc. Et au fur et à mesure des médecins on fait que changer et les malades pauvres, nos malades congolais qui souvent n'ont pas l'habitude de poser des questions à leurs médecins, eh bien ils vont acheter, les voilà qui deviennent pauvres à cause des médecins ignorants qui ne savent pas comment prescrire correctement les antibiotiques. Donc il faut vraiment veiller à ne pas faire peser le poids de notre ignorance sur la famille. Troisième conséquence, c'est le retard dans le diagnostic du vrai problème.
L'individu fait un paludisme, puisque vous avez suspecté que c'est une infection bactérienne, voilà que son paludisme est passé de la forme simple à la forme grave, le temps que vous étiez en train de donner vos antibiotiques. L'individu a fait la fièvre simplement à cause d'une déshydratation intracellulaire, vous n'avez pas vu la déshydratation, vous l'avez bourré d'antibiotiques, il est mort. Et donc on a des gros problèmes liés au retard du diagnostic du vrai problème parce qu'on veut à tout prix déjà mettre les antibiotiques, parce que dès qu'on a vu la fièvre, dès qu'on a vu une hyperleucocytose à prédominance neutrophilique plus fièvre, on se dit bah c'est une infection bactérienne. Souvent j'avais l'habitude de poser des questions aux médecins stagiaires. Le diagnostic différentiel des hyperleucocytoses à prédominance neutrophilique, c'est plein. C'est pas seulement une infection bactérienne, ok? Une urémie par exemple, une brûlure, le stress, il y en a plein. Donc prenons le temps de réfléchir. Enfin, les antibiotiques, chers amis, en guise de conclusion, sauvent de nombreuses vies, ont aidé à prolonger l'espérance de vie. Imaginons à l'époque sans antibiotiques, les épidémies comme la peste, Covid, c'est rien, hein? La peste a éliminé dans certaines villes d'Allemagne, par exemple, 70% de la population en une année. Les gens sont morts comme des mouches parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Il y a même les chirurgiens britanniques, j'oublie son nom, qui disaient qu'un malade sur la table d'opération a plus de chances de mourir qu'un militaire au combat. Et il mourait de quoi? D'infection, tout simplement. Donc c'était un très gros problème. Les antibiotiques sont venus résoudre ces problèmes. Sauf que le mauvais usage des antibiotiques est un fléau à grande échelle dont nous sommes la cause, nous les prescripteurs. Et nous sommes en train d'aller vers cette apocalypse antibiotique dans laquelle nous allons nous retrouver à l'ère pré-antibiotique où une simple blessure d'un enfant en train de jouer au football va entraîner le décès. Pour ceux qui n'ont pas suivi le début, je vous rappelle les chiffres. Il y a à peu près 80 personnes dans le monde. Chaque heure, il y a plus ou moins 80 personnes qui meurent à cause des infections à germes résistants. Et la première cause de résistance, c'est la prescription inappropriée des antibiotiques. Donc il faut éviter d'être les acteurs de cet antibiotique, de cette apocalypse antibiotique qui risque de nous tomber sur la tête si on ne fait pas attention. Donc, veillons à utiliser correctement les antibiotiques. Je voudrais rappeler, pour les utiliser correctement, premièrement, se demander est-ce que ce patient a besoin d'un antibiotique ? En posant correctement le diagnostic. Deuxièmement, c'est quel antibiotique il faut pour ce patient. Si on n'a pas pu avoir l'antibiogramme, utilisez tous les aspects, toutes les stratégies que l'on a vues d'antibiothérapie probabiliste pour essayer de suspecter. Ensuite, quel antibiotique il faut pour ce patient? On a vu les éléments qu'il faut utiliser, notamment l'effet de l'antibiotique sur la bactérie, l'effet de l'antibiotique sur le patient, l'effet de l'antibiotique sur la communauté, et regarder l'effet de l'organisme sur l'antibiotique. Est-ce que l'antibiotique va atteindre le site infectieux? On a parlé des pharmacocinétiques ici. Le schéma thérapeutique, on a rappelé qu'il faut tenir compte de ces différents aspects. Les antibiotiques à effet concentration dépendant doivent être donnés en une seule forte dose, tandis que les antibiotiques à effet temps dépendant doivent être donnés en plusieurs petites doses. Est-ce qu'il faut associer les antibiotiques? C'est simple. Un seul antibiotique suffit, et si vous voulez associer, c'est uniquement lorsque vous avez besoin d'une synergie, élargir le spectre ou bien limiter le risque de résistance. Et je vous ai donné les 5 situations dans lesquelles vous devez associer. Mais le principe, c'est que chaque fois que vous voulez mettre 2 antibiotiques sur votre ordonnance, posez-vous la question si vous avez besoin de ces 2 antibiotiques. Ensuite, est-ce qu'on a besoin d'autre chose que les antibiotiques, les mesures hygiéno-diététiques, l'acte chirurgical? Ensuite, c'est la durée, la plus courte possible, et ensuite le dialogue avec le patient, expliquer correctement au patient comment il doit prendre son médicament, les effets bénéfiques de cet antibiotique et les effets indésirables de cet antibiotique. Voilà un peu, j'espère avoir partagé avec vous quelque chose qui va être un plus pour vous, et j'espère aussi recevoir un plus à travers vos questions.
Ce que j'aime avec la science, c'est que l'apprentissage est toujours dans les deux sens. Il y aura certainement dans vos interventions quelque chose qui va me faire apprendre quelque chose aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.